14 personnes tuées au Nigeria dans un raid attribué au groupe islamiste Boko Haram sur un village entièrement détruit ce vendredi dans le nord-est du pays. En République centrafricaine, la MINUSCA accompagne les forces de défense et de sécurité intérieure dans la sécurisation des opérations électorales. Enfin, au Gabon, la ville de Boué est sans eau ni électricité depuis plusieurs mois. Paul Avogundila, notre correspondant, a constaté le désespoir des populations riveraines. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de l'information sur Sika. Démarrons par le Nigeria. 14 personnes ont été tuées, dont certaines décapitées, dans un raid attribué au groupe islamiste Boko Haram sur un village qui a été entièrement détruit dans le nord-est du pays. Ce vendredi, des hommes armés ont investi tard, jeudi soir, le village de Kamouya, dans l'est de l'état de Borno, mitraillant les habitants et y ont incendié la localité tout entière. Kamouya est située près du village dont est originaire le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Tukur Yusuf Buratai. 6 personnes ont en outre été blessées dans l'attaque. Elles sont soignées à l'hôpital général de Biou, a déclaré Mustapha Karimbe, un membre de la garde civile qui aide l'armée à combattre Boko Haram et qui a confirmé le bilan des victimes. Parlons toujours de terrorisme, mais cette fois-ci au Maroc, où les autorités ont affirmé ce vendredi avoir démantelé une cellule terroriste dont les membres seraient liés au groupe extrémiste sunnite État islamique. Selon elles, ils s'apprêtaient à commettre des attentats dans le royaume. Les 9 membres constituant le noyau de ce réseau ont été arrêtés dans plusieurs villes du Maroc, dont Kenitra, près de la capitale Rabat, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il affirme qu'ils étaient à un stade avancé dans la préparation d'attentats. Des munitions et des armes ont en outre été saisies, selon le ministère marocain qui a affirmé que les personnes arrêtées entretenaient des liens avec des djihadistes marocains combattant dans les rangs de Daesh en Syrie et en Libye. Rendons-nous cette fois-ci au Cameroun où l'utilisation des détecteurs de métaux se vulgarise ces jours à l'entrée des entreprises et même des écoles. Ceci pour assurer la sécurité des personnes et c'est le constat fait par notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. Plus qu'un phénomène de mode dans la capitale économique du Cameroun, il est difficile d'accéder à une entreprise, une institution bancaire sans passer au détecteur de métaux. Devant une coopérative ce mercredi matin, une image qui devient habituelle. La propriétaire des lieux est stoppée net à l'entrée de l'institution financière. En fait, elle doit montrer patte blanche avant d'accéder à la dite institution. Le vigile, à l'aide de son détecteur manuel, fait un balayage et son sac à main est parallèlement inspecté. Après cette inspection, la voie est libre. En effet, c'est désormais le matériel de compagnie des vigiles. Et même, dès le premier jour de la rentrée scolaire, les élèves dans certains établissements ont été soumis à la même règle. C'est donc un nouveau business et ce n'est pas les commerçants qui diront le contraire. Depuis qu'il y a un souci sécuritaire dans le pays, la vente des détecteurs de métaux est en nette croissance. Parce qu'il y a plusieurs marques, les prix diffèrent également et on apprend qu'il aussi entre 30 000 francs à 250 000 francs CFA. Leurs clients sont soit des chefs d'établissement scolaire, des responsables d'entreprise et certains chefs religieux. Les principaux clients sont les entreprises, beaucoup plus les entreprises. Sauf que le véritable problème de cet instrument réside dans son mode d'emploi. Le marché serait inondé de faux appareils depuis l'annonce des mesures sécuritaires prises par l'État du Cameroun sur l'étendue du territoire après les premières attaques à l'extrême nord du Cameroun. Parce qu'il y en a d'ailleurs moins cher vraiment, mais ce n'est pas la bonne qualité. Les commerçants sont souvent dubitatifs quand il faut parler des véritables capacités de l'appareil, son pays d'origine et les mesures à prendre en cas de panne. Je l'annonçais en titre, en République centrafricaine, la MINUSCA accompagne les forces de défense et de sécurité intérieure dans la sécurisation des opérations électorales et ceci à travers une formation à laquelle a assisté Hubert Marie Diamoni, notre correspondant sur place. Des dizaines d'éléments des forces de défense et de sécurité intérieure, FSI, de la Centrafrique, participent à une formation sur la sécurisation des élections. Cette session vise à préparer les éléments des forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités pendant
et après les opérations électorales. Le seul examen probatoire qu'on nous donne, c'est les élections. Vous avez été choisi par vos pairs pour venir suivre cette formation afin d'aller mettre en pratique sur le terrain. J'espère que de par vos compétences, vos valeurs qui vous ont amené à être choisis, vous n'allez pas nous décevoir dans l'application de ce que vous aurez à apprendre ici sur le terrain. La formation est assurée par la MINUSCA qui a mis ses meilleurs cadres au service de la sécurisation des élections du pays. Le partenaire militaire de la MINUSCA, la force Sangaris, ira soutenir les forces de sécurité interne, la police nationale et la police centrafricaine et la gendarmerie nationale dans cet grand objectif national que c'est de sécuriser les élections et de permettre à la population de voter en paix, en sécurité, d'une façon transparente et juste. Ainsi, la MINUSCA est déterminée à remplir sa mission, faire en sorte que les élections se déroulent dans les meilleures conditions et que la paix revienne dans le pays. Les représentants des parlements rivaux libyens signeront le 16 décembre l'accord parrainé par l'ONU qui prévoit la formation d'un gouvernement d'union pour sortir la Libye du conflit. L'annonce a été faite ce vendredi par les membres des deux camps réunis à Tunis sous l'égide des Nations Unies. L'annonce d'une prochaine signature de l'accord intervient après 2 jours de pourparlers intenses à Tunis et à 48 heures d'une conférence sur la Libye à Rome qui sera coprésidée par l'Italie et le secrétaire d'État américain John Kerry. La signature du projet d'accord présenté par l'ONU pourrait se tenir au Maroc, pays ayant abrité la majeure partie des négociations de février à octobre. Puis sans le renversement du régime du colonel Mouammar Kadhafi en 2011, la situation serait encore pire en Libye. C'est du moins ce qu'estime l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Il a fait cette déclaration ce vendredi devant la Commission parlementaire britannique des affaires étrangères, une déclaration qui intervient alors que la Libye est livrée à des milices armées depuis plusieurs mois. Devant la Commission parlementaire des affaires étrangères, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a soutenu que la situation qui prévaut aujourd'hui en Libye aurait été plus dramatique si le régime du colonel Mouammar Kadhafi n'avait pas été renversé en 2011. Un renversement devenu inévitable selon Tony Blair, qui, à maintes reprises, aurait tenté en vain de convaincre le colonel Kadhafi de quitter le pouvoir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, de toute évidence, la Libye constitue un réel problème sécuritaire. Un problème sécuritaire pour nous ici. Mais je ne pense pas que vous puissiez juger si oui ou non, il aurait été mieux de ne pas intervenir. Parce qu'il faudrait alors supposer comment les choses se seraient déroulées alors que Kadhafi s'accrochait au pouvoir et que d'autres essayaient de le lui retirer. Pour Tony Blair, une transition pacifique aurait pu être envisagée en Libye pour mettre un terme au régime de Mouammar Kadhafi. L'ancien Premier ministre britannique se refuse néanmoins de critiquer son successeur David Cameron et l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui avait été le fer de lance de l'intervention occidentale contre le dictateur libyen. Je l'annonçais en titre, au Gabon, la ville de Boué, deuxième ville de la province de Logouin-Vindo, est sans eau et sans électricité depuis plusieurs mois, et ce, malgré la présence de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. En désespoir de cause et péril de leur santé, les populations sont obligées de recourir à des méthodes peu orthodoxes et peu hygiéniques pour s'approvisionner en eau. Constat, Paul Avogundila. Ici à la commune rurale de Boué, l'exode rural n'est pas uniquement dû à la fascination que les grandes villes exercent sur les habitants de l'intérieur du pays. La ville est dépourvue de tout ou presque. Plus d'eau, ni d'électricité, encore moins de transport public, la liste est longue. Les quelques téméraires restés au village sont obligés de recourir à des méthodes d'un autre temps pour s'approvisionner en eau. Une situation qui résonne pour les habitants comme une malédiction, au point de pousser certains à s'interroger. Il n'y a rien. Dans les pompes, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? On se demande à quoi sert la SEG de Boué. Même quand les habitants réussissent à trouver une source d'eau, il faut non seulement beaucoup de courage pour y aller, mais il faut s'équiper en brouette pour recueillir le précieux liquide et même prendre un bain et faire de la lessive.
La piste escarpée et dangereuse, la pénibilité de la tâche exige la présence en permanence d'autres personnes pour assurer la sécurité et intervenir en cas d'accident. La jeune on souffre, regarde le temps avec l'eau qu'on boit. C'est pas normal. Vraiment on souffre ici, là, le problème de l'eau ici, là, mon frère. Il fallait dire ça à Libère qu'il n'a qu'à penser à Boué. On est vraiment fâché avec Alibert à cause de Boué. Boué, la ville ferroviaire en Ogooué-Vindo, semble avoir achevé sa mutation de ville industrielle à ville fantôme. Elle n'a ni eau potable, ni électricité en permanence ou d'autres commodités propres à toute ville en expansion. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, cette ville ne pourra plus être capable de recevoir certains grands projets structurants, dits de l'émergence, qui tardent d'ailleurs à faire surface. En France, alors que l'accord tant espéré pour lutter contre le réchauffement de la planète se faisait attendre vendredi, le président de la conférence de Paris sur le climat, Laurent Fabius, a annoncé vendredi qu'il présenterait ce samedi à 8h GMT aux représentants des 195 pays un nouveau projet d'accord dont il s'est dit sûr qu'il serait approuvé. Le nouveau projet de test en discussion depuis jeudi soir prévoit de limiter la hausse du mercure bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius. Prenant acte des désaccords exprimés avec vigueur dans la nuit, la présidence de cette COP21 n'a eu d'autre choix que de reporter à samedi la présentation d'un projet d'accord et son approbation initialement prévue pour vendredi soir. Laissez-moi vous dire simplement que nous sommes presque au bout du chemin, que je suis optimiste, que les conditions de préparation de cet accord ambitieux ont été très bonnes et qu'à l'issue des consultations que je vais avoir, je serai en mesure demain matin à 9h de présenter à l'ensemble des parties un texte qui, j'en suis sûr, sera approuvé et sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. Bien que n'étant pas engagé dans les négociations en tant que secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon demande de toute urgence aux négociateurs de fonder leurs décisions sur une vision mondiale tout en félicitant Laurent Fabius pour son sens de l'engagement et son leadership. Je tiens à saluer le leadership du président Laurent Fabius de ses efforts diplomatiques. À ces efforts pendant ces derniers mois et surtout ces derniers jours et nuits sont presque surhumains. Je suis convaincu et confiant que les négociateurs, les parties pourront adopter un accord ambitieux et fort. Suite à cette décision du président de la COP21, Laurent Fabius, les négociateurs de 195 pays qui ont enchaîné 2 nuits blanches consécutives ont donc repris les échanges informels à huis clos sur le site du Bourget, près de Paris. Une note de sport pour finir cette édition. Yaya Nyenyeri Touré, le milieu ivoirien de 32 ans, a reçu le prix BBC du joueur africain de l'année, décerné aux footballeurs évoluant en Première Ligue, le championnat anglais. Il devient seulement le 3e joueur après le Nigérian Nwankwo Kanu et JJ Augustino Gosha à recevoir la récompense à 2 reprises. Les internautes ont désigné le joueur de Manchester City, vainqueur en 2013 devant les autres prétendants au titre, Yassine Brahimi, l'attaquant algérien du FC Porto, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, André Ayou, attaquant ghanéen de Swansea et Sadio Mané, milieu offensif sénégalais de Southampton, capitaine de son équipe. Yaya Touré a été le point fort. On est dans son pays à remporter la 2e Coupe d'Afrique des Nations qu'il attendait depuis 23 ans. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous.